Chunk Wan. Pendant plus de 2 siècles, un mystère a hanté l'histoire de France. Qu'est-il réellement arrivé à Louis XVII, l'enfant roi qui a disparu derrière les murs de la prison alors que la Révolution dévorait sa famille? Son père a été guillotiné et sa mère exécutée, mais le garçon, lui, a simplement disparu. Certains ont juré qu'il s'était échappé. D'autres ont dit qu'il était mort en secret. Pendant 200 ans, personne n'a pu prouver l'une ou l'autre histoire. La rumeur est devenue légende, et la légende est devenue histoire jusqu'à ce que la science fournisse finalement une preuve réelle. Parce que lorsque les scientifiques ont finalement analysé une relique royale longtemps oubliée, les résultats n'ont pas seulement résolu le mystère, ils ont révélé quelque chose de bien plus sombre que ce à quoi quiconque s'attendait. L'assaut de l'enfance, la révolution, l'arrestation et la séparation. La nuit où ils sont venus chercher la famille royale, la Révolution ne se contentait pas de démolir un palais. Elle effaçait une enfance. La chute de la monarchie fut rapide et brutale. Le 10 août 1792, des foules révolutionnaires ont pris d'assaut le palais des Tuileries, forçant la famille royale à se réfugier à l'Assemblée nationale avant d'être escortée au Temple, une forteresse médiévale à Paris. Du jour au lendemain, le prince doré de Versailles fut réduit à un prisonnier. Sa salle de jeu est devenue une cellule de pierre, ses tuteurs remplacés par des gardes avec des mousquets. Pendant une brève période, il y eut un semblant de vie de famille. Louis-Charles est resté avec ses parents, sa sœur et sa tante, Madame Élisabeth. Mais la Révolution était implacable dans sa volonté de détruire le moindre vestige de la monarchie, et les liens familiaux n'étaient pas une exception. La première grande rupture survint en janvier 1793, lorsque son père, le roi Louis XVI, fut exécuté à la guillotine. Pour les monarchistes, le garçon devint instantanément le roi Louis XVII. Pour les révolutionnaires, cependant, il était un symbole dangereux, un héritier dont l'existence même menaçait d'inspirer des soulèvements royalistes. Son titre ne signifiait rien dans la République, mais pour ses ennemis, sa lignée à elle seule était dangereuse. En juillet 1793, la cruauté s'accentua. Les autorités le séparèrent de Marie-Antoinette, la mère qui avait été sa seule source de réconfort en captivité. Les fonctionnaires révolutionnaires ont fait valoir que le garçon avait besoin d'une rééducation républicaine. Pour Louis-Charles, la réalité fut dévastatrice. Il fut coupé de l'amour maternel et placé sous la garde d'étrangers. La séparation fut permanente. Chunk II, Marie-Antoinette fut exécutée à peine 3 mois plus tard. À même pas 9 ans, Louis-Charles était un orphelin enfermé dans une forteresse dont les murs se refermaient de plus en plus chaque jour. Son existence n'était plus celle d'un enfant. Il était un otage, une monnaie d'échange et un rappel silencieux de l'ombre persistante de la monarchie. Des rumeurs circulaient parmi les diplomates selon lesquelles la République pourrait préférer le laisser dépérir tranquillement, éteignant la lignée des Bourbons sans autre spectacle. Les témoins n'étaient pas d'accord sur ce qui s'est passé ensuite, et pendant 2 siècles, ces contradictions alimenteraient un débat sans fin, jusqu'à ce que la science revienne un jour à l'ombre du temple et découvre une vérité plus sombre que ce à quoi quiconque s'attendait. Mais ce qui est certain, c'est que derrière ces murs, l'enfance du garçon prit fin. La prochaine étape de sa vie n'était pas de grandir, mais d'endurer. Endurer la solitude, l'endoctrinement et le déclin. Et tout cela se passait à l'intérieur de la sombre tour du temple. Comment était la vie à l'intérieur du temple? Derrière les murs du temple, le temps lui-même semblait pourrir. La forteresse était une relique du Moyen-Âge. Épaisse pierre, fenêtres étroites et un silence seulement brisé par le bruit des bottes et le cliquetis des clés en fer. Pour le dauphin, ce n'était pas une maison mais une tombe en attente. Au début, sa sœur Madame Royale partageait son enfermement. Mais après l'exécution de Marie-Antoinette, l'isolement de Louis-Charles devint plus dur. Son monde se réduisit à des murs de pierre, des fenêtres grillagées et les pas des gardes.
les dirigeants révolutionnaires nommèrent Antoine Simon, un cordonnier devenu gardien, pour le surveiller. Simon fut chargé de reprogrammer le garçon, de le dépouiller de tout sentiment de royauté et de lui inculquer des valeurs républicaines. Selon certains témoignages, Simon força l'enfant à boire, à jurer des vulgarités et à maudire ses propres parents. Bien que les historiens débattent de l'exagération de tels récits, l'essence demeure. Le garçon n'était pas traité comme un enfant, mais comme un ennemi à briser. Les conditions érodèrent son corps et son esprit. Des rapports de mémoire ultérieurs affirmaient qu'il était laissé seul pendant des mois dans une chambre sombre, nourri par une trappe, ses seuls compagnons, des rats et des ombres. Que chaque détail soit vrai ou embelli, des preuves pointent vers une négligence grave. Sa santé commença à décliner. Ce qui avait commencé comme un enfant en bonne santé à Versailles devint une silhouette fragile avec des glandes gonflées, une toux sèche et des signes de malnutrition. Et quelque part dans cette obscurité, l'histoire commença à perdre sa trace. Chunk 3, les rapports s'arrêtèrent. Les noms disparurent. Même les documents officiels se contredisaient. Certains affirmaient qu'il était vivant mais malade. D'autres insistaient sur le fait qu'il était déjà mort. C'était comme si le garçon se dissolvait dans la rumeur. Jusqu'à ce qu'un jour, un rapport de médecin et une petite relique le ramènent au centre de l'attention des siècles plus tard. En 1795, les observateurs qui l'aperçurent furent choqués par son état. Le prince vibrant de Versailles était méconnaissable, maigre, maladif et apathique. Les médecins qui l'examinèrent diagnostiquèrent plus tard la tuberculose, alors appelée infection scrofuleuse. Mais beaucoup soupçonnaient que la maladie était aggravée, voire causée, par une négligence et de mauvais traitements délibérés. Le Temple avait réussi à dépouiller Louis-Charles de tout sauf de son identité. Il n'était plus instruit, plus nourri, et on lui parlait à peine, sauf pour des ordres. Pour un garçon autrefois destiné à un trône, la descente fut cruelle et complète. Et lorsqu'il succomba finalement le 8 juin 1795, la République déclara le problème résolu. Pourtant, la façon dont il mourut et le secret qui suivit susciteraient des questions qui refuseraient de mourir avec lui. Cicatrices et silence, l'autopsie, le médecin et une vérité plus sombre. Quand ils ouvrirent enfin le cercueil du garçon, ce qu'ils virent défia l'histoire officielle. La République disait que Louis-Charles, 10 ans, était mort de la tuberculose, mais la vérité écrite sur son corps racontait une histoire différente. Lorsque son corps fut examiné, le médecin responsable, le docteur Philippe-Jean Pelletan, fut troublé par ce qu'il vit. Le cadavre de l'enfant était couvert de cicatrices, des marques qui témoignaient d'une longue souffrance, que ce soit à cause d'une maladie, de mauvais traitements ou de blessures répétées. Pelletan aurait avoué être horrifié par le site, décrivant des blessures incompatibles avec une simple maladie. L'autopsie conclut à la tuberculose comme cause immédiate du décès. Mais les cicatrices inexpliquées ouvraient une question plus sombre. Le garçon avait-il été maltraité, négligé au point d'être torturé, ou délibérément laissé se détériorer afin que la monarchie soit effacée sans autre exécution? La Révolution s'enorgueillissait de transparence et de justice. Pourtant, ici, le silence était assourdissant. Et bien que le corps du garçon disparaisse dans le secret, un seul organe, soigneusement prélevé et conservé, parlerait un jour plus fort que n'importe quel témoin. Son enterrement ne fit qu'aggraver les soupçons. Au lieu d'une cérémonie publique, l'enfant fut inhumé en secret avec peu de traces de l'événement et presque aucun témoin. Chunk 4, dans une ville qui avait transformé les morts royales en théâtre avec des foules assistant aux exécutions, l'élimination discrète d'un roi de 10 ans semblait presque calculée pour provoquer des murmures. Et les murmures se répandirent rapidement. Certains affirmaient que ces geôliers avaient précipité sa mort, le laissant mourir de faim ou le gardant dans l'obscurité pendant des semaines. D'autres suggéraient des complots plus sinistres, que le garçon n'était jamais mort du tout,
mais avait été sorti clandestinement et remplacé par le cadavre d'un autre enfant. Le manque de transparence laissait toutes les possibilités ouvertes, alimentant des théories du complot qui se propageraient pendant des générations. Ce que Pelletan n'aurait pas pu savoir, c'est que son rôle dans l'autopsie résonnerait des siècles plus tard. Parmi ses actes les plus inhabituels, il y eut le retrait du cœur de l'enfant, un geste macabre mais pas rare à l'époque. Il le conserva dans de l'alcool, peut-être ému par la pitié, peut-être par un sens de l'histoire. Ce petit acte de compassion survivrait aux empires, attendant le moment où la science elle-même pourrait tester sa vérité. Pour l'instant, cependant, le monde n'avait que des cicatrices, du silence et des soupçons. Mais enfoui dans ce silence se trouvait une preuve, fragile, humaine et attendant d'être entendue. Et de ces graines naquit l'un des plus grands mythes de l'histoire royale, la légende du dauphin perdu. Le mythe du dauphin perdu. Pour les monarchistes dispersés à travers l'Europe, la mort de Louis-Charles n'était pas seulement tragique, elle était aussi intolérable. La dynastie des Bourbons, une lignée qui avait régné sur la France pendant des siècles, ne pouvait pas simplement se terminer dans une cellule de prison humide avec un enterrement secret. L'idée même était impensable. Et ainsi, presque aussitôt que la nouvelle de son décès se répandit, les rumeurs commencèrent à se répandre dans tous les coins de l'Europe. On chuchotait des évasions, des sauvetages secrets, des substitutions audacieuses. Une histoire affirmait que le garçon avait été sorti clandestinement du temple par des gardes sympathisants et emmené à la campagne. Une autre suggérait qu'un double avait été enterré à sa place, tandis que le vrai dauphin vivait en sécurité, attendant le jour où il pourrait récupérer son trône. Ces contes étaient sauvages, mais pour les nobles exilés, ils étaient des bouées de sauvetage. En exil, l'espoir se construit souvent sur la fantaisie, et l'idée d'un roi caché résonnait bien plus que la sombre réalité de la mort d'un enfant. Chaque nouvelle rumeur reposait sur la même base fragile, à savoir que personne ne pourrait jamais prouver ce qui s'était réellement passé dans cette sombre tour. Pas encore. Le dauphin perdu devint moins une rumeur qu'un récit, une légende qui traversa les frontières pendant des décennies. Pour les royalistes, il était réconfortant de croire que la Révolution n'avait pas complètement triomphé, que la lignée des Bourbons avait survécu en secret. Le mythe devint particulièrement puissant pendant les moments de troubles politiques en France. Chaque nouveau bouleversement ravivait les spéculations. Peut-être que le roi caché reviendrait bientôt. Mais les mythes ont une façon de créer des opportunités, et celui-ci ne fit pas exception. Chang V. La légende du dauphin perdu a fourni une scène pour les imposteurs, des hommes qui ont vu dans l'incertitude une chance de notoriété, ou même de pouvoir. Certains étaient peut-être délirants, d'autres simplement opportunistes, mais tous ont profité du silence laissé par cet enterrement secret. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, c'est que la réponse ne viendrait pas des trônes ou des cours, mais d'un fragment du garçon lui-même, conservé contre le temps. Et ainsi commença l'un des spectacles les plus étranges du XIXe siècle, un défilé de prétendants, chacun insistant sur le fait qu'il était le vrai Louis XVII. Les imposteurs dans la longue ombre, les prétendants célèbres et leur destin. Le pouvoir du mythe du dauphin perdu peut être mesuré par le nombre considérable d'hommes qui ont prétendu être lui. Au cours du XIXe siècle, pas moins de 43 individus se sont présentés, chacun se présentant comme le garçon qui avait trompé la mort dans le temple. C'était une procession bizarre qui s'étendait à travers l'Europe et même en Amérique. Le plus infâme d'entre eux était Karl Wilhelm Naundorff, un horloger allemand dont la confiance et la persévérance étaient remarquables. Il insistait sur le fait qu'il était Louis XVII et racontait des histoires complexes de son évasion et de son éducation secrète. Sa revendication était si convaincante pour certains qu'aux Pays-Bas,
Les autorités sont allées jusqu'à délivrer son certificat de décès sous le nom de Louis-Charles de Bourbon. Pour ses partisans, cela semblait confirmer ce qu'ils croyaient depuis longtemps. Le roi avait survécu, mais Naundorf était loin d'être seul. De l'autre côté de l'Atlantique, le célèbre naturaliste John James Audubon aurait été à un moment donné le dauphin perdu, bien que les preuves soient au mieux ténues. Un autre candidat improbable était Eleazar Williams, un prêtre amérindien aux États-Unis, qui a réussi à convaincre un nombre surprenant de personnes avec son histoire de lignée royale cachée. Chaque prétendant ajoutait de l'huile sur le feu. Certains étaient clairement des opportunistes cherchant la reconnaissance ou de l'argent, tandis que d'autres croyaient peut-être vraiment les histoires qu'ils racontaient. Ce qui les unissait, c'était le fait qu'aucun ne pouvait être définitivement réfuté, pas à l'époque du moins, car personne n'avait encore les moyens de tester ce qui était mythe et ce qui était chair. De plus, l'enterrement secret et les récits contradictoires du temple ont laissé suffisamment d'ambiguïté pour que le mythe prospère. Pendant des décennies, la question a plané dans l'air. Louis XVII était-il vraiment mort en 1695, ou s'était-il en quelque sorte échappé? Sans preuve tangible, les imposteurs ont gardé leur scène. Il faudrait plus de 200 ans et la précision tranquille de la science moderne pour éliminer les illusions. Et cette prise de conscience a commencé avec une étrange relique presque oubliée, le cœur du garçon, le cœur voyageur, une relique qui a survécu à son propriétaire. Si le corps de Louis a été mis au repos en secret, une partie de lui a refusé de rester enterré. Son cœur. Chang-6. Pendant l'autopsie en 1795, le docteur Philippe Jean Pelletan a effectué un geste qui était macabre mais ancré dans la tradition. Les médecins royaux conservaient souvent les cœurs des monarques, symbole de lignée et de souveraineté. Pour des raisons qui restent en partie mystérieuses, Pelletan a retiré le cœur du garçon et l'a placé dans de l'alcool. Ce petit acte a commencé un voyage presque aussi dramatique que la vie dont il était issu. Le cœur a été volé par un étudiant en médecine, plus tard récupéré par Pelletan, puis transmis à sa famille. À un moment donné, il s'est complètement desséché, s'effritant comme un vieux parchemin. À un autre, il a survécu à un incendie à la basilique de Saint-Denis, où il avait été stocké comme une relique. Le petit organe a voyagé à travers des collections privées, des trésors religieux et des mains à la fois révérencieuses et négligentes. Chaque fois qu'il refaisait surface, les sceptiques remettaient en question son authenticité. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la relique a toujours survécu, comme si elle attendait un siècle qui pourrait enfin prouver ce qu'elle était vraiment. Au XXe siècle, après des décennies d'errance, la relique a finalement retrouvé son chemin vers Saint-Denis, le lieu de repos des monarques français. Enfermé dans une urne de cristal, il était exposé à la fois comme une curiosité et une relique d'une histoire tragique. Pour certains, il était sacré, la dernière trace physique du roi perdu. Pour d'autres, ce n'était rien de plus qu'une curiosité anatomique, impossible à authentifier. Mais le cœur portait en lui quelque chose que personne ne pouvait voir. Des fragments de mémoire génétique scellés au plus profond de ses tissus, des traces que le temps ne pouvait effacer. Alors que la science progressait, de nouvelles possibilités sont apparues. Les historiens et les scientifiques ont commencé à se demander, ce petit cœur ratatiné, pouvait-il résoudre l'un des mystères les plus durables d'Europe? Si la relique appartenait réellement à Louis-Charles, les tests génétiques pourraient le prouver une fois pour toutes. Et si ce n'était pas le cas, la légende du dauphin perdu resterait à jamais irrésolue. À la fin du XXe siècle, la question était devenue irrésistible. L'ère du mythe touchait à sa fin, et l'ère de la preuve allait commencer. Le cœur deviendrait non seulement une relique, mais une preuve dans une enquête médico-légale qui s'étendait sur des siècles. Comment un minuscule brin d'ADN-MT déciderait d'un royaume?
La fin des années 1990 a apporté un nouveau chapitre à l'histoire. Un chapitre non pas de légende ou d'imposteur, mais de science. À cette époque, l'analyse de l'ADN était devenue un outil fiable capable de découvrir des vérités cachées dans les os, les cheveux ou même les tissus les plus fragiles. Le cœur conservé de Louis Charles, longtemps considéré comme un artefact de valeur incertaine, se trouvait soudainement au centre de recherches révolutionnaires. Les scientifiques ont abordé la tâche avec une extrême prudence. Chunk 7, le cœur avait plus de 200 ans, était fragile et avait subi des vols, une décomposition et un incendie. La contamination était une menace constante. Les chercheurs ont soigneusement extrait des échantillons infimes de l'aorte en ciblant l'ADN mitochondrial, un type de matériel génétique transmis exclusivement par la lignée maternelle. Ce choix était délibéré, car l'ascendance maternelle de Louis Charles était claire et bien documentée. Chaque goutte de pipette, chaque fragment microscopique ressemblait à une conversation entre les siècles, un dialogue entre la révolution et la raison, entre la rumeur et la preuve. Le matériel génétique de Marie-Antoinette existait toujours, conservé dans des mèches de ses cheveux. Plus important encore, des descendants directs de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, étaient disponibles pour comparaison. Si l'ADN mitochondrial du cœur correspondait au leur, cela confirmerait que l'organe appartenait au fils de Marie-Antoinette et donc à Louis Charles. Le travail fut minutieux. L'amplification de l'ADN ancien exigeait une précision délicate et chaque étape devait être vérifiée pour exclure la contamination. Pourtant, les enjeux étaient énormes. Pendant plus de 2 siècles, les historiens et les royalistes ont débattu de la question de savoir si le dauphin perdu était mort dans le temple ou avait vécu déguisé. Maintenant, avec juste un fragment de code génétique, la science pouvait répondre définitivement. C'était une juxtaposition frappante. La biologie moléculaire de pointe démêlant un mystère né à l'époque des guillotines et des perruques poudrées. Des générations avaient créé des mythes. Mais maintenant, un seul brin d'ADN maternel était sur le point de décider du sort d'un roi qui n'avait jamais vraiment régné. Le cœur qui avait survécu au feu, au vol et à des siècles de doutes était sur le point de parler. Et ce qu'il dirait ferait taire le monde. Les résultats, lorsqu'ils sont arrivés, feraient taire des siècles de spéculation, mais non sans livrer une vérité bien plus sombre que la plupart ne l'avaient imaginé. Le verdict final est la défaite des sceptiques. Lorsque les résultats des tests ADN ont été annoncés en 2000, le mystère séculaire qui avait alimenté d'innombrables livres, rumeurs et théories du complot a finalement reçu sa réponse. Le verdict était à la fois décisif et dévastateur. L'ADN mitochondrial, extrait du cœur, correspondait parfaitement à la lignée maternelle de Marie-Antoinette, tracée à travers des mèches conservées de ses cheveux et à travers les descendants vivants de sa mère Habsbourg, l'impératrice Marie-Thérèse. Il ne restait plus d'ambiguïté. L'organe conservé était bien le cœur de Louis, le garçon dont l'histoire s'était souvenue comme Louis XVII. Le silence du temple fut finalement brisé, non par des mots, mais par une preuve réelle. Les résultats ont été vérifiés de manière indépendante par 2 laboratoires distincts, garantissant qu'aucun doute ne subsistait dans l'ombre. Pendant des années, les partisans des imposteurs s'étaient accrochés à l'incertitude, insistant sur le fait que les lacunes dans l'histoire du garçon laissaient place à l'évasion. Mais avec la science génétique, ces lacunes ont été comblées. Chunk 8. Les mythes qui avaient survécu aux révolutions et aux siècles se sont effondrés face à une seule séquence d'ADN. Dans la même veine, les affirmations de Naundorff, l'horloger allemand qui avait été le plus célèbre prétendant, se sont complètement effondrées. L'analyse ADN de ces restes n'a révélé aucun lien avec la lignée des Bourbons, discréditant une fois pour toutes sa prétendue identité royale.
Pour les historiens, ce fut un moment décisif. Le mythe du dauphin perdu avait été construit sur des chuchotements, des récits contradictoires et des vœux pieux. Maintenant, la science avait dissipé le brouillard avec une clarté indéniable. Mais la réponse qu'elle a donnée n'était pas une réponse de triomphe ou de romance. Elle n'a pas révélé une évasion audacieuse à travers des tunnels secrets ou un roi en exil, vivant sous un faux nom. Au lieu de cela, elle a confirmé la possibilité la plus sombre. Louis-Charles était mort dans le Temple en 1795, seul et malade, son corps portant des cicatrices et son cœur secrètement conservé par un médecin compatissant. Les données étaient irréfutables, mais la vérité qu'elles révélaient était insupportable. La légende était enfin terminée, mais avec son effondrement, la vérité qui a émergé portait un poids bien plus sombre que ce que les mythes n'avaient jamais suggéré. Pire que ce que nous avions imaginé, ce que l'analyse ADN signifie réellement. Les preuves ADN ont réglé la question de l'identité, mais elles ont également forcé une confrontation sobre avec ce qui s'était réellement passé. Les illusions réconfortantes de l'évasion, d'un roi caché rongeant son frein, ont été balayées. Ce qui restait, c'était la réalité tragique d'un enfant qui avait été abandonné dans une tour de prison et laissé dépérir en silence. Louis-Charles n'a pas été emmené clandestinement hors de Paris sous le couvert de la nuit. Il n'a pas été nourri en secret, ni préparé à récupérer son trône. Il a passé ses dernières années enfermé dans des chambres humides, privé de famille, de compagnie et de soins appropriés. Son corps portait des cicatrices que les médecins ne pouvaient pas expliquer uniquement par la maladie. Certains historiens les interprètent comme des signes de mauvais traitement, peut-être des coups ou un confinement prolongé. D'autres suggèrent qu'il s'agissait des marques d'un corps affaibli par la tuberculose, aggravé par la négligence et des conditions insalubres. Quelle que soit l'interprétation, le tableau est sombre. La science avait répondu à la question, mais elle ne pouvait pas apporter de réconfort à ceux qui en cherchaient. Les résultats ADN ont confirmé que le garçon dans le temple était le dauphin, ce qui signifie que chaque rumeur d'évasion était une fiction. L'enfant qui symbolisait des siècles de monarchie, le garçon qui avait été proclamé Louis XVII par les royalistes, n'est pas devenu un homme. Il n'a pas écrit sa propre histoire. Sa vie s'est terminée à 10 ans, étouffée par la cruauté des circonstances. C'est là que l'expression « pire que ce que nous avions imaginé » trouve son sens. Chunk 9. Les mythes, aussi improbables soient-ils, portaient un certain espoir, que la brutalité de la Révolution avait été défiée, que la lignée des Bourbons avait survécu en chair et en os. Mais la réalité ne permettait pas un tel réconfort. La vérité était qu'un enfant vulnérable a été consumé par la haine politique, négligé jusqu'à ce que la maladie achève ce que l'indifférence avait commencé. L'ADN pouvait confirmer qui il était. Il pouvait faire taire les imposteurs, mais il ne pouvait pas adoucir l'image d'un garçon abandonné à mourir. Et à bien des égards, cette froide certitude est plus obsédante que n'importe quelle légende. Enterrement, mémoire et les suites silencieuses. En juin 2004, 2 siècles après sa mort solitaire, Louis-Charles a finalement reçu une cérémonie qui reconnaissait qui il était. Son cœur, maintenant authentifié au-delà de toute contestation, a été placé dans une urne de cristal et réinhumé à la basilique de Saint-Denis, le lieu de repos traditionnel des rois de France. Pour la première fois depuis plus d'1 siècle, la France a organisé des funérailles royales qui honoraient non pas un monarque régnant, mais un enfant dont la vie avait été écourtée avant qu'il ne puisse revendiquer la couronne. La réinhumation avait une immense portée symbolique. Pour les royalistes, c'était un acte de reconnaissance, une reconnaissance tardive que le garçon avait vraiment été leur roi de nom, même brièvement. Pour les historiens et le public français, c'était un geste de clôture. La relique errante, les rumeurs sans fin, les imposteurs et les débats,
tout cela repose désormais dans la même crypte où reposent Louis XVI et Marie-Antoinette. La famille a été symboliquement réunie. En fin de compte, la relique qui avait autrefois inspiré la légende est devenue une preuve, et le garçon qui s'était évanoui dans le silence a finalement été entendu. L'ADN a résolu l'énigme, mais il a laissé derrière lui une histoire obsédante dans sa simplicité. Le garçon qui aurait dû être roi n'a jamais échappé à sa prison. Il y est mort, oublié, et sa vérité, une fois découverte, était bien pire que ce qu'aucune légende n'aurait pu imaginer. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans l'histoire de France? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.